Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. On se retrouve ce soir pour poursuivre la lecture des Misérables de Victor Hugo. Nous en sommes rendus au premier chapitre du livre deuxième. Merci d'être avec nous et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. L'horizon était tout noir. Ce n'était pas seulement le sombre de la nuit, c'étaient des nuages très bas qui semblaient s'appuyer sur la colline même et qui montaient, emplissant tout le ciel. Cependant, comme la lune allait se lever et qu'il flottait encore au zénith un reste de clarté crépusculaire, ces nuages formaient, en haut du ciel, une sorte de voûte blanchâtre d'où tombait sur la terre une lueur. La terre était donc plus éclairée que le ciel, ce qui est un effet particulièrement sinistre, et la colline, d'un pauvre et chétif contour, se dessinait vague et blafarde sur l'horizon ténébreux. Tout cet ensemble était hideux, plus petit, lugubre et borné. Rien dans le champ ni sur la colline qu'un arbre difforme qui se tordait en frissonnant à quelques pas du voyageur. Cet homme était évidemment très loin d'avoir de ces délicates habitudes d'intelligence et d'esprit qui font qu'on est sensible aux aspects mystérieux des choses. Cependant, il y avait dans le ciel, dans cette colline, dans cette plaine et dans cet arbre, quelque chose de si profondément désolé qu'après un moment d'immobilité et de rêverie, il rebroussa chemin brusquement. Il y a des instants où la nature semble hostile. Il revint sur ses pas. Les portes de Digne étaient fermées. Digne, qui a soutenu des sièges dans les guerres de religion, était encore entouré en 1815 de vieilles murailles flanquées, de tours carrées qu'on a démolies depuis. Il passa par une brèche et rentra dans la ville. Il pouvait être 8 heures du soir. Comme il ne connaissait pas les rues, il recommença sa promenade à l'aventure. Il parvint ainsi à la préfecture, puis au séminaire. En passant sur la place de la cathédrale, il montra le poing à l'église. Il y a au coin de cette place une imprimerie. C'est là que furent imprimées pour la première fois les proclamations de l'empereur et de la garde impériale à l'armée, apportées de l'île d'Elbe et dictées par Napoléon lui-même. Épuisé de fatigue et n'espérant plus rien, il se coucha sur le banc de pierre qui est à la porte de cette imprimerie. Une vieille femme sortait de l'église en ce moment. Elle vit cet homme étendu dans l'ombre. « Que faites-vous là, mon ami ?» dit-elle. Il répondit durement et avec colère. « Vous le voyez, bonne femme, je me couche. » La bonne femme, bien digne de ce nom en effet, était Madame la marquise de R. « Sur ce banc ?» reprit-elle. « J'ai eu pendant 19 ans un matelas de bois, dit l'homme. J'ai aujourd'hui un matelas de pierre. »« Vous avez été soldat ?»« Oui, bonne femme, soldat. »« Pourquoi n'allez-vous pas à l'auberge ?»« Parce que je n'ai pas d'argent. »« Hélas, dit Madame de R, je n'ai dans ma bourse que 4 sous. »« Donnez toujours. » L'homme prit les 4 sous. Madame de R continua. « Vous ne pouvez vous loger avec si peu dans une auberge. Avez-vous essayé pourtant ? Il est impossible que vous passiez ainsi la nuit. Vous avez sans doute froid et faim. On aurait pu vous loger par charité. J'ai frappé à toutes les portes. Eh bien, partout on m'a chassé. » La bonne femme toucha le bras de l'homme et lui montra de l'autre côté de la place une petite maison basse à côté de l'évêché. « Vous avez, reprit-elle, frappé à toutes les portes ? » « Oui. »« Avez-vous frappé à celle-là ? » ?»« Non. »« Frappez-y. » Chapitre 2. La prudence conseillée à la sagesse. Ce soir-là, monsieur l'évêque de Digne, après sa promenade en ville, était resté assez tard enfermé dans sa chambre. Il s'occupait d'un grand travail sur les devoirs, lequel est malheureusement demeuré inachevé. Il dépouillait soigneusement tout ce que les pères et les docteurs ont dit sur cette grave matière. Son livre était divisé en 2 parties, premièrement les devoirs de tous, deuxièmement les devoirs de chacun.
selon la classe à laquelle il appartient. Les devoirs de tous sont les grands devoirs. Il y en a 4. Saint Matthieu les indique. Devoir envers Dieu, devoir envers soi-même, devoir envers le prochain, devoir envers les créatures. Pour les autres devoirs, l'évêque les avait trouvés indiqués et prescrits ailleurs, aux souverains et aux sujets, dans l'épître aux Romains, aux magistrats, aux épouses, aux mères et aux jeunes hommes, par saint Pierre, aux maris, aux pères, aux enfants et aux serviteurs, dans l'épître aux Éphésiens, aux fidèles, dans l'épître aux Hébreux, aux vierges, dans l'épître aux Corinthiens. Il faisait laborieusement de toutes ces prescriptions un ensemble harmonieux qu'il voulait présenter aux âmes. Il travaillait encore à 8 heures, écrivant assez incommodément sur de petits carrés de papier avec un gros livre ouvert sur ses genoux, quand Madame Magloire entra, selon son habitude, pour prendre l'argenterie dans le placard près du lit. Un moment après, l'évêque, sentant que le couvert était mis et que sa sœur l'attendait peut-être, ferma son livre, se leva de sa table et entra dans la salle à manger. La salle à manger était une pièce oblongue à cheminée avec porte sur la rue, nous l'avons dit, et fenêtre sur le jardin. Madame Magloire achevait en effet de mettre le couvert. Tout en vaquant au service, elle causait avec mademoiselle Baptistine. Une lampe était sur la table. La table était près de la cheminée. Un assez bon feu était allumé. On peut se figurer facilement ces deux femmes qui avaient toutes deux passé 60 ans. Madame Magloire, petite, grasse, vive, mademoiselle Baptistine, douce, mince, frêle, un peu plus grande que son frère, vêtue d'une robe de soie puce, couleur à la mode en 1806, qu'elle avait achetée alors à Paris et qui lui durait encore. Pour emprunter des locutions vulgaires, qui ont le mérite de dire avec un seul mot une idée qu'une page suffirait à peine à exprimer, Madame Magloire avait l'air d'une paysanne et mademoiselle Baptistine d'une dame. Madame Magloire avait un bonnet blanc à tuyaux, au cou une jeannette d'or, le seul bijou de femme qu'il y eut dans la maison, un fichu très blanc sortant de la robe, de bure noire à manches larges et courtes, un tablier de toile de coton à carreaux rouges et verts, noué à la ceinture d'un ruban vert, avec pièces d'estomac pareilles rattachées par 2 épingles aux 2 coins, d'en haut, aux pieds de gros souliers et des bas jaunes comme les femmes de Marseille. La robe de mademoiselle Baptistine était coupée sur les patrons de 1806, taille courte, fourreau étroit, manche à épaulettes, avec pattes et boutons. Elle cachait ses cheveux gris sous une perruque frisée dite à l'enfant. Madame Magloire avait l'air intelligent, vif et bon. Les 2 angles de sa bouche inégalement relevés et la lèvre supérieure plus grosse que la lèvre inférieure lui donnaient quelque chose de bourru et d'impérieux. Tant que Monseigneur se taisait, elle lui parlait résolument avec un mélange de respect et de liberté. Mais dès que Monseigneur parlait, on a vu cela, elle obéissait passivement comme mademoiselle. Mademoiselle Baptistine ne parlait même pas. Elle se bornait à obéir et à complaire. Même quand elle était jeune, elle n'était pas jolie. Elle avait de gros yeux bleus à fleur de tête et le nez long et busqué. Mais tout son visage, toute sa personne, nous l'avons dit en commençant, respirait une ineffable bonté. Elle avait toujours été prédestinée à la mansuétude. Mais à la foi, la charité, l'espérance, ces 3 vertus qui chauffent doucement l'âme, avaient élevé peu à peu cette mansuétude jusqu'à la sainteté. La nature n'en avait fait qu'une brebis. La religion en avait fait un ange. Pauvre sainte fille, doux souvenir disparu. Mademoiselle Baptistine a depuis raconté tant de fois ce qui s'était passé à l'évêché cette soirée-là, que plusieurs personnes qui vivent encore s'en rappellent les moindres détails. Au moment où monsieur l'évêque entra, Madame Magloire parlait avec quelque vivacité. Elle entretenait mademoiselle d'un sujet qui lui était familier et auquel l'évêque était accoutumé. Il s'agissait du loquet de la porte d'entrée.
Il paraît que, tout en allant faire quelques provisions pour le souper, Madame Magloire avait entendu dire des choses en divers lieux. On parlait d'un rôdeur de mauvaise mine, qu'un vagabond suspect serait arrivé, qu'il devait être quelque part dans la ville, et qu'il se pourrait qu'il y eût de méchantes rencontres pour ceux qui s'aviseraient de rentrer tard chez eux cette nuit-là. Que la police était bien mal faite du reste, attendu que monsieur le préfet et monsieur le maire ne s'aimaient pas, et cherchaient à se nuire en faisant arriver des événements. Que c'était donc aux gens sages à faire la police eux-mêmes et à bien se garder, et qu'il faudrait avoir soin de dûment clore, verrouiller et barricader sa maison, et de bien fermer ses portes. Madame Magloire appuya sur ce dernier mot, mais l'évêque venait de sa chambre où il avait eu assez froid, et il s'était assis devant la cheminée et se chauffait, et puis il pensait à autre chose. Il ne releva pas le mot à effet que Madame Magloire venait de laisser tomber. Elle le répéta. Alors, Mademoiselle Baptistine, voulant satisfaire Madame Magloire sans déplaire à son frère, se hasarda à dire timidement « Mon frère, entendez-vous ce que dit Madame Magloire ?»« J'en ai entendu vaguement quelque chose, » répondit l'évêque. Puis tournant à demi sa chaise, mettant ses deux mains sur ses genoux, et levant vers la vieille servante son visage cordial et facilement joyeux, que le feu éclairait d'en bas. « Voyons, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Nous sommes donc dans quelque gros danger ?» Alors Madame Magloire recommença toute l'histoire, en l'exagérant quelque peu, sans s'en douter. Il paraîtrait qu'un bohémien, un va-nu-pieds, une espèce de mendiant dangereux, serait en ce moment dans la ville. Il s'était présenté pour loger chez Jacquin Labarre, qui n'avait pas voulu le recevoir. On l'avait vu arriver par le boulevard Gassendi et rôder dans les rues à la brume. Un homme de sac et de corde avec une figure terrible. « Vraiment ?» dit l'évêque. Ce consentement à l'interroger encouragea Madame Magloire. Cela lui semblait indiquer que l'évêque n'était pas loin de s'alarmer. Elle poursuivit triomphante. « Oui, monseigneur, c'est comme cela. Il y aura quelque malheur cette nuit dans la ville. Tout le monde le dit. Avec cela que la police est si mal faite, répétition inutile, vivre dans un pays de montagne et n'avoir pas même de lanterne la nuit dans les rues, on sort. Des fours, quoi. Et je dis, monseigneur et mademoiselle, que voilà dit comme moi. » « Moi, interrompit la sœur, je ne dis rien. Ce que mon frère fait est bien fait. » Madame Magloire continua comme s'il n'y avait pas eu de protestation. « Nous disons que cette maison-ci n'est pas sûre du tout. Que si monseigneur le permet, je vais aller dire à Paulin Musebois, le serrurier, qu'il vienne remettre les anciens verrous de la porte. On les a là, c'est une minute, et je dis qu'il faut des verrous, monseigneur. Ne serait-ce que pour cette nuit, car je dis qu'une porte qui s'ouvre du dehors avec un loquet, par le premier passant venu, rien n'est plus terrible, avec cela que monseigneur a l'habitude de toujours dire d'entrer, et que d'ailleurs, même au milieu de la nuit, oh mon Dieu, on n'a pas besoin d'en demander la permission. » En ce moment, on frappa à la porte un coup assez violent. « Entrez, » dit l'évêque. Chapitre 3. Héroïsme de l'obéissance passive. La porte s'ouvrit. Elle s'ouvrit vivement, toute grande, comme si quelqu'un la poussait avec énergie et résolution. Un homme entra. Cet homme, nous le connaissons déjà. C'est le voyageur que nous avons vu tout à l'heure errer cherchant un gîte. Il entra, fit un pas et s'arrêta, laissant la porte ouverte derrière lui. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le feu de la cheminée l'éclairait, il était hideux. C'était une sinistre apparition. Madame Magloire n'eut pas même la force de jeter un cri. Elle tressaillit et resta béante. Mademoiselle Baptistine se retourna, aperçut l'homme qui entrait et se dressa à demi d'effarement, puis, ramenant peu à peu sa tête vers la cheminée,
Elle se mit à regarder son frère et son visage redevint profondément calme et serein. L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille. Comme il ouvrait la bouche, sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désirait, l'homme appuya ses 2 mains à la fois sur son bâton, promena ses yeux tour à tour sur le vieillard et les femmes, et sans attendre que l'évêque parlât, dit d'une voix haute. « Voici, je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien, j'ai passé 19 ans au bagne. Je suis libéré depuis 4 jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours et que je marche depuis Toulon, pardon. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été à une autre auberge. On m'a dit « va-t'en ». Chez l'un, chez l'autre, personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison, le guichetier ne m'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé, comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allée dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. J'ai pensé qu'il pleuvrait et qu'il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir, et je suis rentrée dans la ville pour y trouver le renfoncement d'une porte. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « frappe là ». J'ai frappé. « Qu'est-ce que c'est ici? Êtes-vous une auberge? J'ai de l'argent, ma masse, 109 francs 15 sous que j'ai gagné au bagne par mon travail en 19 ans. Je payerai. Qu'est-ce que cela me fait? J'ai de l'argent. Je suis très fatiguée, 12 lieues à pied. J'ai bien faim. Voulez-vous que je reste? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus. L'homme fit 3 pas et s'approcha de la lampe qui était sur la table. Tenez, reprit-il, comme s'il n'avait pas bien compris. Ce n'est pas ça. Avez-vous entendu? Je suis un galérien, un forçat. Je viens des galères. Il tira de sa poche une grande feuille de papier jaune qu'il déplia. Voilà mon passeport. Jaune, comme vous voyez. Cela sert à rien, cela sert à me faire chasser de partout où je suis. Voulez-vous lire? Je sais lire, moi. J'ai appris au bagne. Il y a une école pour ceux qui veulent. Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport. Jean Valjean, forçat, libéré, natif de... Cela vous est égal. Est resté 19 ans au bagne, 5 ans pour vol avec effraction, 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà, tout le monde m'a jeté dehors. Vous voulez me recevoir, vous? Est-ce une auberge? Voulez-vous me donner à manger et à coucher? Avez-vous une écurie? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Nous avons déjà expliqué de quelle nature était l'obéissance des 2 femmes. Madame Magloire sortit pour exécuter ses ordres. L'évêque se tourna vers l'homme. « Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant et l'on fera votre lit pendant que vous souperez. » Ici, l'homme comprit tout à fait. L'expression de son visage, jusqu'alors sombre et dure, s'empreignit de stupéfaction, de doute, de joie et de vin extraordinaire. Il se mit à balbutier comme un homme fou. « Vrai? Quoi? Vous me gardez? Vous ne me chassez pas? Un forçat, vous m'appelez, monsieur. Vous ne me tutoyez pas. Va-t'en, chien, qu'on me dit toujours. Je croyais bien que vous me chasseriez. Aussi, j'avais dit tout de suite qui je suis. Oh, la brave femme qui m'a enseigné ici. Je vais souper, un lit, avec des matelas et des draps, comme tout le monde. Il y a 19 ans que je n'ai pas couché dans un lit. Vous voulez bien que je ne m'en aille pas, vous êtes de dignes gens. D'ailleurs, j'ai de l'argent. Vous êtes de dignes gens. Je payerai bien. Pardon, monseigneur l'aubergiste. Comment vous appelez-vous? Je payerai tout ce qu'on voudra. Vous êtes un brave homme. Vous êtes aubergiste, n'est-ce pas? Je suis, dit l'évêque, un prêtre qui demeure ici. Un prêtre, reprit l'homme. Oh, un brave homme.
un brave homme de prêtre. Alors vous ne me demandez pas d'argent. Le curé, n'est-ce pas, le curé de cette grande église? Tiens, c'est vrai que je suis bête, je n'avais pas vu votre calotte. » Tout en parlant, il avait déposé son sac et son bâton dans un coin, puis remis son passeport dans sa poche et il s'était assis. Mademoiselle Baptistine le considérait avec douceur. Il continua. « Vous êtes humain, monsieur le curé. Vous n'avez pas de mépris. C'est bien bon un prêtre. C'est bien bon un bon prêtre. Alors vous n'avez pas besoin que je paye ? » ?»« Non, dit l'évêque, gardez votre argent. Combien avez-vous ? Ne m'avez-vous pas dit 900 francs ? 15 sous, ajouta l'homme. 109 francs 15 sous. Et combien de temps avez-vous mis à gagner cela ? 19 ans. 19 ans ? L'évêque soupira profondément. L'homme poursuivit. J'ai encore tout mon argent. Depuis 4 jours, je n'ai dépensé que 25 sous que j'ai gagnés en aidant à décharger des voitures à Grasse. Puisque vous êtes abbé, je vais vous dire. Nous avions un aumônier au bagne. Et puis un jour, j'ai vu un évêque. Monseigneur qu'on appelle. C'était l'évêque de la Major, à Marseille. C'est le curé qui est sur les curés. Vous savez, pardon, je dis mal cela, mais pour moi, c'est si loin. Vous comprenez, nous autres. Il a dit la messe au milieu du bagne, sur un autel. Il avait une chose pointue, en or, sur la tête. Au grand jour du midi, cela brillait. Nous étions en rang. Des 3 côtés, avec les canons, mèches allumées, en face de nous. Nous ne voyions pas bien. Il a parlé, mais il était trop au fond. Nous n'entendions pas. Voilà ce que c'est qu'un évêque. Pendant qu'il parlait, l'évêque était allé pousser la porte qui était restée toute grande ouverte. Madame Magloire rentra. Elle apportait un couvert qu'elle mit sur la table. Madame Magloire, dit l'évêque, mettez ce couvert le plus près possible du feu. Et se tournant vers son hôte, le vent de nuit est dur dans les Alpes. Vous devez avoir froid, monsieur. Chaque fois qu'il disait ce mot « monsieur », avec sa voix doucement grave et de si bonne compagnie, le visage de l'homme s'illuminait. Monsieur a un forçat, c'est un verre d'eau à un naufragé de la Méduse. L'ignominie a soif de considération. Voici, reprit l'évêque, une lampe qui éclaire bien mal. Madame Magloire comprit, et elle alla chercher sur la cheminée de la chambre à coucher de Monseigneur les 2 chandeliers d'argent qu'elle posa sur la table tout allumés. « Monsieur le curé, dit l'homme, vous êtes bon. Vous ne me méprisez pas, vous me recevez chez vous, vous allumez vos cierges pour moi, je ne vous ai pourtant pas caché d'où je viens et que je suis un homme malheureux. » L'évêque, assis près de lui toucha doucement la main. « Vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez. Ce n'est pas ici ma maison, c'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais s'il a une douleur. Vous souffrez, vous avez faim et soif, soyez le bienvenu. Et ne me remerciez pas, ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Personne n'est ici chez soi, excepté celui qui a besoin d'un asile. Je vous le dis à vous qui passez, vous êtes ici chez vous, plus que moi-même. Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom? D'ailleurs, avant que vous me le dissiez, vous en avez un que je savais. » L'homme ouvrit les yeux étonné. « Vrai? Vous saviez comment je m'appelle? »« Oui, répondit l'évêque. Vous vous appelez mon frère. »« Tenez, monsieur le curé, s'écria l'homme. J'avais bien faim en entrant ici, mais vous êtes si bon qu'à présent je ne sais plus ce que j'ai. Cela m'a passé. » L'évêque le regarda et lui dit « Vous avez bien souffert. » Oh, la casaque rouge, le boulet au pied, une planche pour dormir, le chaud, le froid, le travail, la chiourme, les coups de bâton, la double chaîne pour rien, le cachot pour un mot. Même malade au lit, la chaîne, les chiens sont plus heureux. 19 ans, j'en ai 46. À présent, le passeport jaune, voilà. Oui, reprit l'évêque, vous sortez d'un lieu de tristesse.
écoutez. Il y aura plus de joie au ciel pour le visage en larmes d'un pécheur, repentant que pour la rose blanche de sang juste. Si vous sortez de ce lieu douloureux avec des pensées de haine et de colère contre les hommes, vous êtes digne de pitié. Si vous en sortez avec des pensées de bienveillance, de douceur et de paix, vous valez mieux qu'aucun de nous. Cependant, Madame Magloire avait servi le souper. Une soupe faite avec de l'eau, de l'huile, du pain et du sel, un peu de lard, un morceau de viande de mouton, des figues, un fromage frais et un gros pain de seigle. Elle avait d'elle-même ajouté à l'ordinaire de monsieur l'évêque une bouteille de vieux vin de mauve. Le visage de l'évêque prit tout à coup cette expression de gaieté propre aux natures hospitalières. « À table !» dit-il vivement. Comme il en avait coutume lorsque quelque étranger soupait avec lui, il fit asseoir l'homme à sa droite. Mademoiselle Baptistine, parfaitement paisible et naturelle, prit place à sa gauche. L'évêque, dit le bénédicté, puis servit lui-même à la soupe, selon son habitude. L'homme se mit à manger avidement. Tout à coup, l'évêque dit « Mais il me semble qu'il manque quelque chose sur cette table. » Madame Magloire, en effet, n'avait mis que les 3 couverts absolument nécessaires. Or, c'était l'usage de la maison, quand l'évêque avait quelqu'un à souper, de disposer sur la nappe les 6 couverts d'argent, étalage innocent. Ce gracieux semblant de luxe était une sorte d'enfantillage plein de charme dans cette maison douce et sévère qui élevait la pauvreté jusqu'à la dignité. Madame Magloire comprit l'observation, sortit sans dire mot, et un moment après, les 3 couverts réclamés par l'évêque brillaient sur la nappe, symétriquement arrangés, devant chacun de nous, devant chacun des 3 convives. Chapitre 4. Détails sur les fromageries de Pontarlier. Maintenant, pour donner une idée de ce qui se passa à cette table, nous ne saurions mieux faire que de transcrire ici un passage d'une lettre de mademoiselle Baptistine à madame de Boischevron, où la conversation du forçat et de l'évêque est racontée avec une minutie naïve. Cet homme ne faisait aucune attention à personne. Il mangeait avec une voracité d'affamé. Cependant, après la soupe, il a dit « Monsieur le curé du bon Dieu, tout ceci est encore bien trop bon pour moi. Mais je dois dire que les rouliers qui n'ont pas voulu me laisser manger avec eux font meilleure chair que vous. » Entre nous, l'observation m'a un peu choquée. Mon frère a répondu « Ils ont plus de fatigue que moi. » « Non, » a repris cet homme, « ils ont plus d'argent. Vous êtes pauvre, je vois bien, vous n'êtes peut-être pas même curé. Êtes-vous curé seulement? Ah, par exemple, si le bon Dieu était juste, vous devriez bien être curé. » « Le bon Dieu est plus que juste, » a dit mon frère. Un moment après, il a ajouté « Monsieur Jean Valjean, c'est à Pontarlier que vous allez ?» Avec itinéraire obligé. Je crois bien que c'est comme cela que l'homme a dit. Puis il a continué. « Il faut que je sois en route demain à la pointe du jour. Il fait dur voyager. Si les nuits sont froides, les journées sont chaudes. » « Vous allez là, » a repris mon frère, « dans un bon pays. À la Révolution, ma famille a été ruinée. Je me suis réfugiée en Franche-Comté d'abord, et j'y ai vécu quelque temps de travail de mes bras. J'avais de la bonne volonté. J'ai trouvé à m'y occuper. On n'a qu'à choisir. Il y a des papeteries, des tanneries, des distilleries, des huileries, des fabriques d'horlogerie en grand, des fabriques d'acier, des fabriques de cuivre, au moins 20 usines de fer, dont 4 à Lodz, à Châtillon, à Audincourt et à Beurre, qui sont très considérables. Je crois ne pas me tromper et que ce sont bien là les noms que mon frère a cités. Puis il s'est interrompu et m'a adressé la parole. « Chère sœur, n'avons-nous pas des parents dans ce pays-là » J'ai répondu. Nous en avions, entre autres monsieur de Lucenay, qui était capitaine des portes à Pontarlier dans l'Ancien Régime. Oui, a repris mon frère, mais en 93, on n'avait plus de parents, on n'avait que ses bras. J'ai travaillé. Ils ont dans le pays de Pontarlier, où vous allez, monsieur Valjean,
Une industrie toute patriarcale et toute charmante, ma sœur. Ce sont leurs fromageries qu'ils appellent fruitières. Alors mon frère, tout en faisant manger cet homme, lui a expliqué très en détail ce que c'était que les fruitières de Pontarlier, qu'on en distinguait de sortes. Les grosses granges, qui sont aux riches, et où il y a 40 ou 50 vaches, lesquelles produisent 7 à 8 millions de fromages par été. Les fruitières d'association, qui sont aux pauvres, ce sont les paysans de la moyenne montagne qui mettent leurs vaches en commun et partagent leurs produits. Ils prennent à leur gage un fromager qu'ils appellent le grurin. Le grurin reçoit le lait des associés 3 fois par jour et marque les quantités sur une taille double. C'est vers la fin d'avril que le travail des fromageries commence. C'est vers la mi-juin que les fromagers conduisent leurs vaches dans la montagne. Ainsi s'achève cette partie du roman Les Misérables de Victor Hugo. Nous poursuivrons la lecture évidemment dans un prochain épisode. À très vite sur D8.